On a un nouvel élément qui rapproche encore plus l'altseason de nous et on va en parler dans cette vidéo. Juste avant de commencer, petite mise à jour par rapport à une vidéo que j'ai fait la semaine dernière où je vous annonçais que sur ATH, à Etir, on était rentré ici avec le groupe aux environs des 3 centimes,3. Eh bien sachez pour le public qu'on a vendu hier aux alentours de 6,3 centimes de dollars et qu'on a pris nos profits avec un joli 88-89% à la clé sur ATH. Donc j'en avais parlé la semaine dernière, je vous avais montré une position que nous on a pris en privé, qui est une des 7 seules cryptos qu'on a dans notre portefeuille. On n'est pas trop pour la diversité sur ce groupe et j'explique longuement au groupe privé pourquoi. J'avais également expliqué dans la vidéo publique que c'était pas une bonne entrée ici professionnelle par rapport à ATH, même si ATH a des super données encore actuellement. Donc si jamais j'avise tout le monde, nous on est sorti. Vous ferez ce que vous voudrez, mais on a pris nos petits gains et personnellement on attend de pouvoir se repositionner ailleurs. Sur Bitcoin, on continue ce qu'on a prévu la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on est en train ici d'opérer une cassure de cette imbalance qui a servi au rejet du prix durant ce week-end. Comme d'habitude, les imbalances sont des zones qui rejettent le prix, c'est très naturel. On en avait une ici. Le prix est venu, s'est fait rejeter. On est venu toutefois valider l'order block haussier qui a été fait vendredi la semaine dernière. On se fait rejeter à la hausse à l'heure actuelle en 4 heures. Et rappelez-vous une chose, à chaque fois qu'on vient taper dans une imbalance, ça l'affaiblit de plus en plus. Et là, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. C'est la 7e fois qu'on rentre dedans. Donc pour moi, on va clairement la passer. Et tout va se jouer ici dans la zone environ des 119-120 000 dollars. C'est là qu'il faudra faire hyper attention à toutes les données qui arrivent. Et c'est là que sur le groupe privé, on prendra des actions qui vont être cruciales pour la suite de ce cycle. Tu le sais, septembre, octobre, normalement, amène à une espèce de rotation des actifs, à un crash du marché actions, crypto et compagnie. Et la vraie question qui se pose actuellement, c'est est-ce qu'on va avoir cette correction, sachant qu'on a eu une correction ici qui était anormale. Quand je dis anormale, c'est une correction qui sortait totalement de la saisonnalité, de la corrélation entre Bitcoin et la Global M2, donc c'est-à-dire la liquidité mondiale qui se déverse également sur Bitcoin avec un petit peu de retard. Cette correction-là est arrivée un petit peu en avance, donc la vraie question qui se pose c'est est-ce que cette correction est arrivée en avance et que c'est celle de septembre qu'on attendait, ou alors est-ce qu'on va quand même avoir fin septembre, début octobre, une grosse correction qui va ramener le prix plus bas que sur les bas qui ont été effectués la semaine du 1er septembre, en dessous des 107 000 dollars. Donc c'est ici qu'il faudra faire hyper attention aux data on-chain, de liquidité, etc., etc. Et tout ça avec le groupe privé, on va le regarder. Donc si tu veux nous rejoindre, tu as le lien du Discord en description. Les groupes privés réouvrent dans 2 semaines et comme ça tu pourras prendre les meilleures décisions par rapport à tes investissements. Moi c'est Trade, je suis conseiller en investissement financier et analyste financier certifié en France par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et je donne à ma communauté absolument tout ce qu'il faut savoir pour prendre les meilleures décisions d'investissement. Ça va de la macroéconomie aux analyses de liquidité, aux analyses financières des crypto-monnaies, en passant par l'analyse technique également, parce que c'est un point qui est hyper important, même si ce n'est pas un point central des analyses crypto qu'il faut faire à ce jour en 2025. Et avec la communauté, on regarde tout. Tout, c'est quoi? C'est également sur quelle crypto rentrer, les prix d'achat auxquels il faut rentrer, les prix de sortie, un petit peu comme ATH juste avant, ce qui donne à tout le monde l'occasion de faire tout ce qu'il souhaite. Soit se mettre en mode robot et suivre les calls qu'on donne en disant ok, moi je veux pas me casser la tête avec toutes ces analyses, je veux savoir quand rentrer, quand sortir et je fais mon petit beurre. Et ceux qui veulent avoir un aspect beaucoup plus pédagogique, de formation, eh bien on apprend tous les concepts à la communauté, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Donc quel est ce fameux élément qui ramène encore un peu plus l'alt-season très proche de nous? Eh bien ce sont les bons du trésor. Les bons du trésor, c'est un domaine qui est assez complexe à comprendre, surtout pour des débutants. Ça va être peut-être un peu compliqué, je vais essayer de vulgariser ça au mieux. Donc si jamais, prends des notes, accroche-toi, regarde la vidéo une fois, deux fois, trois fois si tu comprends pas tout de suite, parce que c'est un domaine qui est hyper important. Alors les bons du trésor, qu'est-ce que c'est? Tu le vois ici, ce sont des obligations d'État qui sont émises à différentes maturités. Les maturités, c'est simplement le délai du contrat. Et si vous voulez vous rapprocher d'une forme contractuelle qui est connue de tous, l'obligation se rapporte plutôt à un contrat de prêt. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des entreprises qui émettent des obligations, des États qui émettent des obligations, comme justement les États-Unis. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un contrat de prêt durant lequel vous allez prêter l'argent à l'État durant une certaine durée de temps. Et cette durée s'appelle la maturité. Et l'État va vous proposer un intérêt annuel selon la durée que vous avez choisie. Et le capital que vous avez investi vous sera remboursé à la fin. Donc par exemple, ici, on est sur les bons à 10 ans. Les bons à 10 ans donnent un intérêt actuellement de 4% environ par année. Et du coup, l'État va vous rembourser le capital initial au bout de 10 ans.
si jamais c'est l'État qui vous rachète vos bons du Trésor. Il y a différents types de maturités qui existent. Vous avez des maturités qui sont très courtes, par exemple 2 mois, ici on a celui à 2 mois. Vous avez 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et globalement, on appelle ces bons différemment selon leur durée de temps. Je vous ai marqué ici, ceux qui sont de 1 an max, de 4 semaines à 1 an max, on les appelle des T-bills. Ceux qui vont de 2 ans à 10 ans, des notes. Et ceux qui vont de 20 à 30 ans, des bonds. Voilà, 3 noms différents pour finalement le même type d'obligations que sont ces obligations d'État. Là où c'est hyper important, c'est de comprendre une chose que je rappelle à chaque vidéo, c'est qu'on a 2 marchés qui se font face. On a le marché non à risque et en face, on a le marché à risque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces 2 marchés se font face et s'opposent diamétralement en termes de liquidité. Généralement, quand vous en avez un qui pump, l'autre baisse. Pourquoi? Parce que justement, tout le monde, et quand je dis tout le monde, ce sont les fonds d'investissement, les banques, n'investissent pas d'après la même logique. Quand les temps sont mûrs, qu'on a une expansion économique, qu'on rentre en bull market, c'est-à-dire dans une durée de temps où miser sur des actifs à risque, marché actions, crypto-monnaies, ETF qui sont liés, etc., est très peu risqué, les gros vont préférer aller sur le marché à risque parce que c'est ce qui est le plus volatile et ce qui fera le plus d'argent. Par contre, quand les temps sont incertains, qu'on rentre gentiment en récession, en bear market ou autre, les gros vont sur le marché non à risque, principalement le marché obligataire, pour sauvegarder leur argent. Il faut vous dire une chose, l'argent qui est placé sur le marché obligataire n'est pas forcément de l'argent qui rapporte beaucoup de rendement. Vous le voyez, 4% à l'année, 4,6% pour les bons à 20 ans, c'est pas ce qui va le plus plaire aux grosses institutions. Les grosses instituts vont plutôt aller là pour sécuriser leur cash. Pourquoi? Parce que légalement, à l'heure actuelle, quand vous mettez de l'argent sur un compte bancaire, vous avez ce qu'on appelle la garantie des dépôts. La garantie des dépôts, c'est quoi? C'est mis en place depuis 2007-2008, juste après la crise des subprimes. C'est quelque chose qui a été mis en place légalement pour prévoir qu'en cas de crise financière, les banques puissent restituer un minimum d'argent à leurs déposants. Vous, par exemple français, qui allez déposer de l'argent au Crédit Agricole, eh bien vous avez une garantie des dépôts de 100 000 euros par personne et par compte. Ça veut dire que si vous avez 100 000 euros et que la banque fait faillite, elle doit pouvoir vous rembourser jusqu'à 100 000 balles. Par contre, ce que ça veut dire également, ça veut dire que si vous avez un compte à 1 million d'euros auprès du Crédit Agricole et que la banque fait faillite, elle a l'obligation de vous rembourser 100 000 euros. Par contre, potentiellement les 900 000 euros de plus seront perdus à tout jamais. Et donc ça enclenche 2 stratégies. Soit vous êtes millionnaire, mais vous n'êtes pas non plus multimillionnaire, et du coup vous ouvrez à chaque fois des comptes différents pour avoir cette garantie qui est multipliée. Par exemple, j'ai 300 000 euros, j'ouvre un compte au Crédit Agricole, j'ouvre un compte à la Caisse d'Épargne, j'ouvre un compte chez Société Générale par exemple. Ça me fait 3 comptes sur lesquels je répartis mes 300 000, à coût de 100 000, 100 000, 100 000. Je bénéficie 3 fois de la garantie des dépôts, mon argent est safe. Par contre, quand vous comptez votre argent en dizaines, en centaines de millions, voire même en milliards, cette opération, malheureusement, vous ne pouvez pas la faire. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus sécurisé pour garantir que votre argent sera safe? C'est d'acheter des bons d'État, des obligations d'État, bons du trésor, T-bills, notes, peu importe, parce que du coup, l'État vous doit tout cet argent. L'État vous doit tout cet argent et c'est un moyen de le mettre dans un coffre-fort qui est sécurisé, hautement plus sécurisé qu'une banque nationale, régionale ou autre. Et c'est pourquoi, justement, les gens, les gros instituts, achètent des bons, beaucoup de bons et d'obligations d'État quand le marché devient de plus en plus risqué. Au niveau de ces bons, il y a un mécanisme qui est hyper important à comprendre et c'est le suivant, c'est la relation entre le prix des obligations et les yields auxquels ils donnent droit. Les yields, ce sont ces fameux rendements par année, ces pourcentages. Ce qu'on voit sur les charts, ce sont les yields et non pas les prix des bons. Par contre, les bons ont justement un prix. Et c'est la première relation qui est un peu difficile à comprendre, c'est que les prix des bonds sont inversement corrélés par rapport aux yields. C'est-à-dire que ici, vous avez une charte par exemple, celle des bons à 10 ans, et vous avez ici en rouge le prix des bonds versus en vert les yields auxquels ils donnent droit. Et vous pouvez voir qu'actuellement, si vous voulez acheter des bons à 10 ans, chaque bon va vous coûter environ 113 $. C'est marqué juste ici, ça va vous coûter 113 $ et vous rapportez environ 4% par année. Ce qu'on peut voir également sur cette charte, c'est que quand les prix montent, eh ben les yields, eux, s'écrasent. On retrouve cette relation inversement corrélée, et une fois que les prix des bonds descendent, les yields, eux, montent. La relation qu'il faut comprendre, c'est la relation suivante, notamment sur les bons à 10 ans. Quand vous avez justement un cours des yields qui descend, ça veut dire que la demande s'accroît. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent acheter des bons du trésor, qui en achètent. Le prix des bonds que vous ne voyez pas là monte,
et les yields descendent. Donc en gros, quand on voit justement, comme ici, durant début Covid, on voit des yields qui descendent, ça veut dire que les gens achètent beaucoup de bonds. Et ça, on le redit, le marché est divisé en deux, les marchés non à risque et les marchés à risque. Et donc, s'il y a une demande très forte par rapport aux bonds, c'est que les gens, globalement, se disent que ça pue, qu'il va y avoir une récession, peut-être même une crise financière, et donc ils sortent l'argent des marchés à risque pour le placer sur les marchés non à risque. Et donc, quand on voit ce genre de courbe, généralement, ici, cela indique qu'on a une demande au niveau des bonds. Et si on a une demande au niveau des bonds, eh bien, vous verrez globalement les actifs à risque chuter. Et c'est pour ça que, par contre, on a une corrélation entre les marchés à risque et les yields. Ici, vous voyez les yields qui descendent au niveau des bons à 10 ans. Vous pouvez aller sur votre chart, vous aurez ici un beau bear market en 2018 au niveau de la crypto. Pourquoi ? Parce que justement, qui dit yields qui descendent, on le répète, veut dire qu'il y a une forte demande au niveau de l'achat des bonds. Et qui dit forte demande au niveau des bonds, c'est que les gens, globalement, investissent sur le marché non à risque parce que ça pue. Et vous avez le marché à risque qui descend. A l'inverse, quand vous avez les yields qui montent ici, comme durant le bull run de 2021, globalement, cela veut dire quoi ? Ça veut dire que justement, les gens vendent leurs obligations d'État. Et comme ils vendent leurs obligations, eh bien, les cours des yields montent. Et vu qu'ils vendent les obligations, cela veut dire qu'ils sortent du marché à risque et ils ne restent pas full cash. Ils sortent du marché à risque pour aller où ? Sur le marché à risque. Globalement, on retrouve cette corrélation. Et ce qui est important, et je le note parce que je l'ai vu sur Twitter et compagnie, c'est qu'à l'heure actuelle, on est arrivé sur une forme de top au niveau des yields et on commence gentiment à avoir la résolution baissière au niveau des yields. Au niveau des 10 ans, ça se voit. Au niveau des 20 ans, ça se voit aussi clairement. 30 ans, ça se voit encore, mais un petit peu moins. Et là où ça se voit le plus, c'est sur les yields qui sont à durée de maturité plus ou moins faible, où là, ceux à 2 ans, ça se crache beaucoup plus vite. Ceux à 1 an, ça se crache encore plus vite. Et ceux à 2 mois, typiquement, là, on crache directement. Et donc, la relation est la suivante, c'est, ok, à trade, vu que tu nous dis que quand ça crache au niveau des yields, ça veut dire qu'on a une très forte demande au niveau des bonds. Est-ce que ça veut dire que les gens partent du marché à risque pour aller sur le marché non à risque ? Et c'est là où c'est hyper important d'arriver au niveau 2 d'analyse des bonds, c'est qui achète. On sait que des gens achètent juste ici. Mais globalement, il ne faut pas se dire parce que ça baisse, comme beaucoup le... Mais globalement, il ne faut pas faire cette interprétation que j'ai vue sur Twitter, qui est, si ça baisse, c'est qu'il y a une demande au niveau des bonds, et s'il y a une demande au niveau des bonds, c'est que les gens sortent du marché à risque. Non, il faut arriver à l'étape numéro 2, qui achète des bonds. Et c'est là où il faut fouiner, il faut regarder un petit peu ce qui se passe, et là, vous allez déterminer un élément qui, en fait, est un élément qui est assez bullish. Et quand vous regardez les données, eh bien, vous voyez des données qui sont les suivantes, c'est qu'en fait, c'est bien le gouvernement américain, le trésor américain, qui rachète, selon une procédure de buybacks, qui rachète ses propres bons. Et là, on voit, c'est très parlant. On le voit, hein, depuis janvier 2025, il y a eu une accélération notable pour atteindre un pic ici en septembre, du buyback qui a lieu au niveau des bonds. Donc la pression acheteuse qu'il y a actuellement n'est pas du fait des institutions financières de premier plan, c'est du fait de l'État. L'État rachète ses propres obligations. Et ça, on le voit également en allant sur le site du Trésor américain. Vous allez sur treasurydirect.gov et vous avez ici les tentatives buyback schedule. Vous téléchargez le PDF juste ici et vous avez juste ici la procédure de buyback qui est déjà initiée par le Trésor américain. Donc le Trésor américain, c'est pas la Fed, attention, c'est l'équivalent du fisc ici. Et donc le fisc rachète ses propres obligations d'État. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder justement les dates. Alors ici, n'oubliez pas, on est à l'américaine, donc le premier chiffre, c'est pas le jour, c'est le mois. Donc ici, 12 août, ça a commencé pour 750 millions de dollars. 18 août, 20 août, etc., etc. Et là, on le voit, 17 septembre, c'est la prochaine date, ils rachètent encore pour 2 milliards d'obligations à 10 à 20 ans. Le 23 septembre, ça continue, et ça augmente même. À partir du 30 septembre, on est sur 4 milliards, puis 2 milliards, etc., etc. Et pour l'instant, on a l'agenda jusqu'au 10 novembre. Donc celui qui rachète les obligations massivement à l'heure actuelle, ce ne sont pas les fonds d'investissement, ce ne sont pas les banques, et c'est bien l'État. Et ça, on va le voir grâce à deux données également. La première, c'est le Treasury General Account Balance, qui est simplement le TGA. Le TGA, c'est quoi ? C'est le compte bancaire du Trésor américain. Le compte bancaire du Trésor américain, qui ici est aux environs des 682 milliards sur le compte en banque. Et donc, on peut voir, même si on zoome, on peut voir que c'est bien eux qui rachètent leurs obligations. On peut voir que l'argent qui est dépensé, c'est globalement l'argent qui a été dépensé juste ici par rapport à cet agenda. Donc c'est bien eux qui achètent les bons du Trésor, et c'est là où c'est bullish.
Mais juste avant de vous dire pourquoi, la deuxième confirmation qu'on a que c'est eux, c'est ces charts du reverse repo. Le reverse repo, c'est le marché dans lequel les banques vont confier l'argent à la Fed. C'est l'argent que les grosses institutions bancaires et financières vont confier à l'État. Et généralement, on retrouve une charte comme ça qui monte quand on arrive dans des temps incertains. Vous pouvez voir ici, le top sur Bitcoin a été donné en novembre 2021. Eh bien, on avait globalement depuis le mois de mars 2021 l'information que justement beaucoup d'excédents de cash étaient placés auprès du gouvernement américain. Pourquoi? Parce que les gros prenaient des profits, restaient en cash, voyaient globalement le bear market arriver et plaçaient leur argent là où c'était le plus sécure. Rappelez-vous le début de la vidéo par rapport à la garantie des dépôts et comment sauvegarder votre cash quand vous êtes milliardaire. Or, on voit également l'effet inverse, c'est que depuis qu'on est arrivé sur le bottom du marché début 2023, eh bien cet argent placé auprès du gouvernement est gentiment descendu pour arriver à un plus bas ici d'abord en février 2025. Puis on a commencé à voir la croissance de cette charte, signe que potentiellement on recommençait en dernière année de bull run à avoir cette même pattern qui se dessinait. Et ce qui s'est par contre dessiné, et c'est là où c'est très bull, c'est qu'on a justement, et je pense qu'on peut le voir ici en zoomant, sur les 3 derniers mois, voire même sur la dernière année, on a justement de moins en moins d'argent qui est placé et on est arrivé à l'heure actuelle à un plus bas historique au niveau de cette charte. Donc si on arrive à un plus bas historique au niveau de cette charte, de nouveau ça confirme bien une chose, ça confirme bien que c'est bien le trésor américain qui rachète globalement tous ces bons à des maturités qui sont hyper longues. Je pense que vous remarquez également, il n'y a pas de T-bills, il n'y a que des notes et des bonds. Ils rachètent leurs obligations à long terme. Et ça, c'est pour une bonne chose, c'est pour pouvoir rouler la dette et refinancer de la dette à des intérêts un peu moins chers, mais je vous ferai une vidéo plus tard là-dessus parce que c'est un peu plus complexe encore. Mais globalement, on a à l'heure actuelle encore un élément qui est bullish pour les actifs à risque. Pourquoi? Parce que, de nouveau, il y a toujours un côté et l'autre. Il y a les acheteurs et il y a les vendeurs. Et si justement à l'heure actuelle c'est le gouvernement qui rachète les bonds, il les rachète à qui? Souvenez-vous de cette charte. À qui le gouvernement peut racheter les bonds? Il ne va pas se racheter les bonds à lui-même. Il va les racheter à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est qui? Ce sont les grosses institutions financières qui possèdent des bonds, les fonds de placement, des privés, des sociétés commerciales qui investissent auprès de l'État. Tous ces milliards qu'elle achète en bons du trésor, ce sont les banques qui les lui vendent. Et si les banques vendent leurs obligations d'État au trésor et qu'elles réalisent du cash, beaucoup de cash, en milliards et en milliards et en milliards, où est-ce que vous pensez qu'elles le placent? On voit, elles ne le replacent pas ici. Elles ne revendent pas leurs bons pour racheter des bons. Elles vont ailleurs s'exposer. Et elles s'exposent où? Pile poil sur le marché à risque. Marché action, marché crypto. Et tout ça dans une période de temps, septembre, octobre, qui est pile poil la période de rotation des actifs, où on voit non seulement les actifs les plus spéculatifs engranger énormément de capitaux, on le voit déjà, on l'a vu sur Bitcoin, on l'a vu sur Ethereum, on commence à le voir sur des large caps, genre Solana par exemple, qui se décorrèle et qui commence à exploser, sans raison apparente, et ça va continuer de se poursuivre encore et encore dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Donc on garde le cap, on perd pas de patience, c'est pas maintenant qu'il faut vendre, ce que vous avez maintenant ce sont des zones d'achat, ce sont des opportunités d'achat que vous avez pour la fin de ce bull run. Je le redis également, comme je le dis au groupe privé, on avance de plus en plus vers la fin du bull run. Et qui dit qu'on avance de plus en plus vers la fin du bull run veut dire deux choses. Un, on rentre dans la phase la plus spéculative et celle qui va être la plus volatile du cycle, celle qui va donner le plus de gains, mais également celle qui est le plus risquée. Donc il faut faire hyper attention à ce que vous faites, bien manager vos positions, bien manager votre cash également, parce que ces phases d'euphorie vont être celles qui vont tuer énormément de portefeuilles dans les semaines et dans les mois qui viennent. C'était Trade, bonne journée, bye bye.